Mais Jacques, qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du résultat du vote, l'Assemblée plénière adopte la motion portant approbation du programme du gouvernement. Par conséquent, l'Assemblée nationale investit le gouvernement de Mme Souminois Toulouka Judith. Honorables députés et chers collègues, à présent, nous allons procéder solennellement à la signature de la motion portant approbation et investiture du gouvernement et à sa remise. La remise de la motion à Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Suite du protocole. Et voilà, le gouvernement Judith Souminois vient d'être investi après plus de 11 heures de plénière ici. Quoi qu'elle n'a pas de repos, 30 minutes de pause, elle les a mis à profit pour enrichir son programme avec des interventions de tout à l'heure. À présent, nous allons suivre ces réponses sur l'ensemble des préoccupations soulevées au cours du débat afin de permettre à l'Assemblée nationale de se prononcer en toute responsabilité sur l'investiture du gouvernement, sur l'approbation de son gouvernement, qui va entraîner par voie de conséquences l'investiture du gouvernement Souminois. Cela dit, j'invite Madame la Première ministre à prendre la parole pour ces réponses. Madame la Première ministre, vous avez la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable député et digne représentant du peuple, je voudrais très sincèrement vous réexprimer toute ma gratitude pour ce riche moment républicain que nous venons de passer ensemble. Merci pour ce débat démocratique de qualité qui nous a été offert par les représentants du peuple. Je me sens très édifié par la qualité des interventions et surtout la pertinence des remarques, commentaires et contributions nécessaires à l'enrichissement du présent programme. On sait ressentir en écoutant les uns et les autres que c'est bien les femmes et les hommes du terrain qui ont parlé. Des hommes et des femmes qui représentent dignement nos populations et qui connaissent avec précision les différents problèmes auxquels elles font face. De manière globale, j'ai pu noter les éléments de complément du programme que des questions proprement dites. Je me ferai le devoir de capitaliser toutes ces contributions, soit directement dans la version finale du programme, soit à travers les feuilles de route ministérielles et lettres de mission qui permettront de décliner les détails des actions et mesures à mener en termes d'assignation à réaliser pour chaque ministre sectoriel. Ceci d'autant plus qu'il est très difficile dans le contexte d'un discours résumant un programme du gouvernement de pouvoir présenter les actions envisagées avec exhaustivité. Qu'il s'agisse des infrastructures routières, portuaires, ferroviaires ou aéroportuaires, des écoles ou des hôpitaux, j'ai avancé quelques cas qui font partie d'un ensemble d'actions qui couvront bien entendu toute la République et donc toutes les provinces et tous les territoires du pays. Rassurez-vous. J'ai noté que la plupart d'entre vous, honorables députés, avaient souhaité ériger la question de la sécurité en premier pilier du programme du gouvernement. Soyez assurés, honorables, que votre gouvernement ne ménagera aucun effort pour que la sécurité soit rétablie et maintenue sur toute l'étendue du territoire national. Pour ce qui concerne les questions de sécurité, la loi
de programmation militaire que votre auguste Assemblée a eu adopté comporte les différentes informations pour la montée en puissance de l'armée. Par exemple, la force terrestre est passée à 40 000 hommes et la force aérienne est passée de 2 avions à 8 actuellement. Un travail est donc en train d'être fait sur le terrain et nous devons continuer à soutenir nos militaires et forces de défense. Le travail en cours pour la police nationale congolaise permettra de renforcer les capacités de réaction de la police. Ne perdons pas de vue que la plus grande tâche qui nous attend est celle de bâtir une nouvelle économie, plus diversifiée, plus créatrice d'emplois. Le milieu ayant plus de jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi doivent trouver des emplois. Nous devons arrêter d'accumuler des déficits d'emploi qui fragilisent les tissus sociaux de notre pays. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés et dignes représentants du peuple. J'ai noté plusieurs préoccupations et certaines d'entre elles se recoupent heureusement. Comme vous l'avez tous soulevé, le peuple est pressé de voir la mise en route de ce programme sans délai, car les besoins sont pressants. Et pour faire simple, j'aborderai les préoccupations par pilier du programme tel que présenté. Ainsi, concernant le premier pilier relatif à la création des emplois et préservation du pouvoir d'achat, tout en capitalisant les recommandations à ce sujet, j'ai retenu les préoccupations des honorables Missaré, Claudine Douchi, Tunda, Steve Bikai, Johnny Fambe et Jeannette Kavira. Plusieurs des honorables qui ont soulevé des questions sur ce pilier se posent la question de savoir pourquoi commencer par la création des emplois plutôt que d'arrêter la guerre qui a un effet d'éviction sur l'investissement et les recettes à cause de l'effort de guerre. Je voudrais indiquer que le choix des priorités est le résultat d'une enquête d'opinion menée sur l'ensemble de la République à la veille des élections de 2023. Les résultats de cette enquête, qui sont d'ailleurs le fondement des engagements pris par le chef de l'État, consignés dans son programme de campagne, ont révélé que les Congolais, dans leur majorité, ont exprimé en premier lieu le besoin lié à l'emploi, suivi de celui d'améliorer leur pouvoir d'achat, ensuite celui d'assurer leur sécurité. Dans un pays de 100 millions d'habitants, avec une pauvreté de masse et un taux de chômage très élevé, l'expression de ces priorités est tout à fait logique. Cependant, la question de la sécurité, quoique prioritaire, est considérée non seulement comme une priorité, mais aussi une urgence, car il s'agit des vies de population. La question d'insécurité est intimement liée aux questions de pauvreté, dont l'emploi en premier, car la majorité de nos jeunes enrôlés dans les groupes armés y vont par manque d'emploi. Point n'est besoin de rappeler que la création des emplois décents est une question essentielle et transversale pour résorber le spectre de pauvreté dans lequel vit la majorité des Congolais. C'est pourquoi la stratégie de la diversification de l'économie et la création de la chaîne de valeur est mise en avant pour créer plus d'emplois. En effet, le financement des secteurs productifs dont l'agriculture peut rapidement créer des millions d'emplois dans les milieux ruraux qui comptent plus de 70% de notre population. Ceci sans compter les infrastructures de soutien à la production comme les routes de dessert agricole et d'intérêt général. À titre d'illustration, pour répondre à une question posée dans ce pilier, le nombre d'emplois créés par le PDL 147 est estimé à 80 000 emplois directs. Dans le format actuel du programme, il est attendu environ 500 000 emplois directs, sans tenir compte l'entretien des routes prévues qui engendrerait 200 000 emplois. L'extension de ce programme pourrait engranger davantage d'emplois, et cela sans compter les autres programmes comme Grand Inga, Pont Rotrail, les parcs agro-industriels pour ne citer que cela. Concernant la question de la création de la base de données du marché de l'emploi, cela suppose au préalable avoir une idée de l'offre d'une part et de la demande de l'autre. Pour ce faire,
Un projet de création d'une base exhaustive de données des compétences est en préparation en collaboration entre le ministère du Travail et de l'Emploi et celui du Plan. Cela permettra d'avoir le profil des compétences géolocalisées pour dégager les gaps au regard de la demande sur le marché en vue de proposer des politiques adéquates et adaptées. Enfin, la préoccupation MIBA. Il y a lieu de rappeler que le moniteur belge de 2006 indique que Sibeka a vendu ses parts avant sa dissolution à Umicore Abrasive pour plus de 85 millions d'euros. Et cette dernière société a revendu toutes ses parts achetées de la Sibeka à Moana Africa, qui a changé de dénomination en 2015 et se dénomme actuellement Asa Ressources Group PLC. Sur instruction respective de la présidence et du ministère du portefeuille, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la MIBA venait d'être organisée pour le changement de nom Sibeka par ASA dans les statuts de la MIBA. La dissolution de la Sibeka en 2023 n'a aucun impact avec la MIBA. Pour rappel, le COPIREP a mis en place un projet de relance de la MIBA évalué à 450 millions de dollars et donc à ce titre, il faudra mobiliser ces fonds. Concernant le deuxième pilier relatif à la protection du territoire national et sécurisation des personnes et leurs biens, les préoccupations sont soulevées par les honorables Mwando, Serge Condé, John Banza, Kavira, Bitakwira, Jeannette Kavira, Bindoulé, Mende et Inagos. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la sécurité reste la priorité des priorités. C'est donc une urgence des urgences, comme l'a dit un honorable ici. Plusieurs réformes sont en cours et l'actuel gouvernement en fera son cheval de bataille. Pour ce faire, plusieurs actions sont projetées à travers principalement les lois de programmation de l'armée, comme je l'ai dit, de la police. Les réformes en vue sur la restructuration de nos services de sécurité, et vous en serez les premiers témoins et vous en ferez des évaluations au fur et à mesure. Le programme du gouvernement prend en compte toutes les provinces dans leur spécificité et préconise l'accroissement des crédits budgétaires alloués à l'effort de la guerre et de la sécurité. Cette augmentation se traduira clairement lors de la présentation du budget. Dans cette même perspective, le programme vise également à améliorer le fonctionnement harmonieux des provinces et de la petite territoriale, et le gouvernement actuel a consacré un poste de vice-ministre aux affaires coutumières pour tenir compte des problématiques au niveau coutumier. Pour renforcer la gouvernance dans la grande et la petite territoriale, le programme du gouvernement va poursuivre le PDL 145 territoires en vue du développement à la base. Il devra également renforcer le contrôle des effectifs dans la police et les services de sécurité. La priorité sera aussi d'assurer le recrutement et la formation des policiers en vue de renforcer les effectifs et veiller à ce que les éléments déployés remplissent correctement leur mission. Par ailleurs, le gouvernement entend, à travers le ministère de l'Intérieur, faire appliquer la loi sur les nuisances sonores, interdire la tenue des gargotes sur les places publiques, l'évacuation des épaves et véhicules abandonnés sur la voie publique, l'interdiction de circuler en sens contraire sur les voies publiques, l'interdiction pour les véhicules remorques de rouler dans nos villes aux heures de pointe, le rétablissement de la police des mœurs, la redynamisation des activités de tous les services de sécurité. Quant au troisième pilier relatif à l'aménagement du territoire national, au vu d'une connectivité maximale, il y avait les préoccupations des honorables Paul Tilumbu, Sako Mitunda, Meshak, John Banza, Dédé Moupassa et Christelle Vouanga. Notons que beaucoup d'honorables députés ont évoqué des problèmes particuliers qui se posent dans leurs provinces respectives. Tout en comprenant cette attitude, je voudrais rassurer la représentation nationale que le gouvernement va privilégier une approche basée sur des grands espaces économiques. Ces espaces sont essentiellement les couloirs économiques qui permettent à notre pays de se connecter au grand corridor de développement africain. C'est le cas du corridor africain numéro 6,
qui permet de connecter les provinces de la Mongala, du sud Ubangi et du nord Ubangi. C'est aussi le cas du corridor de Lobito. Les espaces enclavés que sont les Sankuru, le Maniema, une partie du sud Kivu pour ne citer que ces régions. Ces espaces seront pris en charge pour leur désenclavement à travers à la fois le rétablissement de la connectivité via les routes nationales et routes provinciales prioritaires et le programme des routes de desserte agricole. Ce dernier programme va s'exécuter sur 4 années à raison de 10 000 km par an. Les espaces enclavés bénéficieront des premières interventions. Pour le Tanganyika, il faut noter que des études techniques pour la réhabilitation et la modernisation de la voirie urbaine de Kalemi sont en cours. Des études techniques sont prévues, d'autres études techniques sont prévues pour la réhabilitation et la modernisation de la résidence officielle du chef de l'État et de l'hôtel du gouvernement de Kalemi, ainsi que l'aérogare et 1 km de la piste de l'aéroport de Kalemi. Comme vous le savez, honorables députés, dignes élus du peuple, la caisse de péréquation est bien prévue par la Constitution. Elle a été installée et se met petit à petit en dépit des financements maudits qu'elle a reçus jusqu'à ce jour. Votre gouvernement vous rassure qu'il fera application stricte de cette disposition constitutionnelle pour assurer l'équilibre des provinces. Je ne peux pas épuiser, vous pouvez y aller, je ne peux pas épuiser les questions soulevées sur ce pilier sans aborder la question du projet de chemin de fer axe Gitega-Bujumbura-Uvira-Kindu entre la RDC et le Burundi. Il me revient de souligner que la firme italienne Italf a été recrutée et a signé le contrat avec le corridor central pour faire les études et il y a une répartition du montant qui a été faite pour les 3 pays. La RDC doit contribuer pour sa partie Uvira-Kindu 664 km avec un montant total de 2 500 000 $. Et c'est le montant qui n'a pas encore été payé pour que la firme fasse les études chez nous. Le Burundi a déjà payé sa quote-part de 1 million. La RDC doit payer sa quote-part pour la réalisation conjointe de cette étude de faisabilité. Et donc, nous espérons que nous allons pouvoir le faire dans les prochains mois. Concernant ce que le gouvernement fera pour les entreprises qui ont abandonné les travaux PDL 145 territoires au Maniema, je tiens à souligner que le Maniema a été confié au PNUD comme agence d'exécution. Au total, 103 infrastructures sont en cours de construction, parmi lesquelles 62 sont sous la charge de l'entreprise Safricas, dont 36 ont été remises. 21 sont au niveau de l'élévation et 5 au niveau de la fondation. 41 infrastructures sont sous la charge de l'entreprise EKKM, qui a effectivement connu quelques difficultés dans l'exécution de son contrat. Les échanges récents avec le PNUD renseignent que l'entreprise va reprendre les travaux cette semaine. Toutefois, chaque entreprise qui gagne le marché dépose une garantie et en cas de défaillance, l'entreprise peut être mise en régie et devra alors perdre sa garantie. Pour ce qui est du 4e pilier relatif à l'accès aux services de base, plusieurs ont soulevé des questions. J'ai retenu notamment les préoccupations soulevées par les honorables Serge Condé, Claudine Ndoussi, Christelle Bouanga, Steve Mbikai et Serge Kassanda. Permettez-moi de réaffirmer du haut de cette tribune que le gouvernement va poursuivre et améliorer le programme PDL 145 territoires, comme je l'ai déjà dit. Je me permets de rappeler que son élaboration s'est faite sur une base participative. Aujourd'hui, nous pouvons tirer les leçons des erreurs dans la mise en œuvre de la première phase pour la suite. Le gouvernement va aussi parachever le programme de gratuité de l'enseignement de base et poursuivre le programme de la couverture santé universelle. Ces programmes sont importants parce qu'ils permettent de faire en sorte que la croissance économique ruisselle enfin dans les zones souvent oubliées et auprès des catégories sociales souvent omises dans la répartition des fruits des efforts de tous. Toutefois, votre gouvernement est conscient que pour qu'une croissance économique durable et inclusive se mette réellement en place, il faut de grands projets dans les secteurs des transports, chemins de fer, ports fluviaux, etc., de l'énergie, du numérique, avec par exemple le déploiement de la fibre optique.
La raison pour laquelle la prévoyance sociale a été associée au ministère de la Santé porte essentiellement sur le fait que la couverture santé universelle porte autant sur les fonctionnaires de l'État que sur, à terme, sur les entreprises privées ou bien les travailleurs des entreprises privées ainsi que sur ceux qui sont dans le secteur informel et qu'il était important dans le cadre de cette prévoyance sociale de permettre cet accès à travers la santé. Cela n'enlève en rien le fait que la sécurité sociale et particulièrement les questions relatives à la retraite des travailleurs du privé restent l'apanage du ministère du Travail et de l'Emploi. Quant aux questions qui demeurent non répondues, elles seront rencontrées lors des débats que nous aurons ici à l'hémicycle lors de la présentation du PNSD, prélude à l'examen du projet de loi des finances pour l'exercice 2025. Ce premier projet de loi des finances jettera les bases de la déclinaison matérielle du programme que je viens de vous présenter. Parlons du cinquième pilier, relatif au renforcement de l'efficacité. Il y avait des préoccupations soulevées par les honorables Bendé et Dédé Moupassa. Dans ce cadre, le gouvernement entend mettre en œuvre le programme national des capacités de deuxième génération. Une réflexion sera également menée pour une politique salariale nationale. Enfin, concernant le sixième pilier relatif à la gestion durable et responsable de l'écosystème face au changement climatique, j'ai retenu les préoccupations soulevées par l'honorable John Banza. Concernant ce pilier, il s'agit plus de contributions que nous faisons nôtres. Cependant, il faut noter qu'il s'agit de valoriser nos ressources forestières à travers les solutions basées sur la nature, principalement le crédit carbone. Pour ce qui concerne les indicateurs et chronogrammes, comme indiqué dans mon discours, des lettres de mission et feuilles de route seront élaborées, comme je l'ai déjà dit, ainsi qu'un mécanisme de suivi qui pourra faire partie des points de discussion avec votre auguste assemblée. Je devrais aussi souligner qu'un certain nombre d'infrastructures qui ont été citées, que ce soit dans le programme ou dans mon discours, l'ont été à titre indicatif. Autre chose, un des honorables a indiqué la nécessité de pouvoir renforcer des entreprises comme la CENAPI pour, par exemple, faire les impressions du gouvernement. Et là, je vous indique que ce programme a été effectivement imprimé par le CENAPI. Donc, vous voyez, nous avons commencé. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, dignes élus du peuple. Notre pays, nous le savons tous, est en train d'écrire à travers les missions qui sont aujourd'hui placées sur nos épaules l'une des pages les plus importantes de son histoire. Les attentes de notre peuple sont nombreuses et je sais que nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous sommes conscients de l'ampleur de la tâche et de l'étendue du travail à réaliser et nous demeurons en même temps confiants quant à notre capacité collective à faire preuve de sursaut afin de rendre possible ce qui paraissait jusque-là comme impossible. Je parle de capacité collective parce que je ne crois pas qu'un homme ou qu'une femme bardée de diplômes, ou non, soit capable à lui tout seul d'inverser le cours de l'histoire d'un pays. Je crois en revanche que l'union fait la force et que c'est véritablement ensemble que nous pourrons être à même de changer le destin de notre pays. Le président de la République a fixé le cap avec ses 6 engagements. Votre gouvernement les a éclatés en plusieurs axes d'un programme unique et il s'engage à travailler d'arrache-pied pour sa réalisation, tout en comptant sur votre accompagnement et votre encadrement en tant qu'autorité budgétaire. Pour l'instant, encore une fois et la main sur le cœur, je vous prie, honorables députés élus légitimes de notre peuple, de bien vouloir nous accorder votre bénédiction au nom de la nation en approuvant à l'unanimité le programme que nous venons très respectueusement de vous soumettre, permettant ainsi à votre gouvernement de se mettre immédiatement au travail. J'ai dit et vous remercie.
Excellence, Madame la Première ministre, nous vous remercions pour vos réponses. Honorables députés et chers collègues, comme votre bureau, vous aurez constaté que Madame la Première ministre a pris en compte dans ses réponses non seulement les principales préoccupations exprimées par l'Auguste Assemblée, allant jusqu'à nommer les personnes qui les ont soulevées en y apportant des réponses, mais là aussi accepter les enrichissements de son programme par votre production de ce jour. Il va de soi que ce programme tel qu'enrichi sera chaque fois explicité pour sa meilleure exécution chiffrée et suivi à travers les différentes lois de finances que nous aurons à voter tout au long de la présente législature. Je voudrais ici que les gens ne confondent pas le programme du gouvernement avec la loi de finances, c'est-à-dire avec les budgets. Ça, c'est le quinquennat. Mais chaque année, il y aura des ajustements à faire, il y aura des évaluations. Mais déjà pour aujourd'hui, que Madame la Première ministre, en peu de temps, ait pu intégrer les préoccupations des honorables députés, les enrichissements, améliorations, nous pouvons dire que nous sommes sur la bonne voie. Ainsi donc, par ces réponses, le débat sur le programme du gouvernement souminois est clos. Maintenant, l'Assemblée plénière souveraine peut se prononcer quant à son approbation. Pour ce faire, nous allons utiliser le mode de votation par assis et levé. Pas la main levée, assis et levé. Comme ça, nous savons par les agents du protocole compter les gens qui votent pour et contre. Cette votation est prévue par l'article 121, alinéa 2 de la Constitution, ainsi que par l'article 97, alinéa 1er et 2 de notre règlement intérieur. Chers collègues, je vous rappelle également qu'au terme de l'alinéa 5 de l'article 90 de la Constitution, le programme du gouvernement est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, soit 251 voix pour. Ce n'est pas la majorité des gens qui sont présents, mais la majorité du format de notre Assemblée, majorité absolue. Donc nous avons 500 députés. Dans la Constitution, c'est prévu 500 députés. La majorité absolue est 250 plus 1. Ça, c'est pour la votation. À ce propos, la vérification du quorum à 23h30, renseigné 505 députés qui ont signé 405 députés qui ont signé la liste de présence. Nous avons le quorum requis pour le vote. L'Assemblée nationale peut donc valablement se prononcer sur le programme du gouvernement soumis à sa délibération. Avant d'engager le vote, et pour ne pas tomber dans des critiques, puisque avec les réseaux sociaux ces derniers temps, vous allez apprendre seulement demain qu'on a voté le programme et il y avait 30 députés dans la salle. Je demande encore au service des séances de se déployer pour le comptage de voix.
C'est-à-dire, vous savez comment nous faisons habituellement. Vous occupez les différents couloirs et quand on va poser la question, vous comptez et vous nous ramenez les résultats, le pour et les contre. Pour la première question, comme on a expliqué, ça sera debout ou assis. À présent, je m'en vais poser les questions si les agents sont déjà déployés. Où sont-ils, nos agents? Ah, vous êtes là? Très bien. À présent, je m'en vais poser les questions suivantes à l'Auguste Assemblée, c'est-à-dire les députés. Il ne faut pas que les gens qui sont debout là derrière, les gens du balcon sont fatigués, sont rentrés à la maison. C'est comme ça que le calme règne. Ni ceux qui sont là-bas debout, ni de l'autre côté, ni les membres du gouvernement, ni ceux qui sont derrière moi. Mais les membres du bureau sont des députés, ils doivent pouvoir voter. Alors, la première question, qui sont pour l'approbation du gouvernement, du programme du gouvernement? Et debout, voilà, moi-même j'ai oublié. Madame, veuillez compter. J'espère que les internautes sont en train de prendre les images. Oui. Non, on doit me donner les chiffres exacts. Vous allez additionner vos différents papiers de comptage. Dès que vous avez fini, vous nous faites signe, comme ça nous allons nous asseoir. Et nous allons voir les courageux qui vont voter non. Puisque c'est la démocratie, il faut qu'il y en ait. S'il n'y en a pas, tant mieux. Vous avez fini de compter? Pas encore? Est-ce que vous comptez ou bien vous nous punissez en nous laissant debout comme ça? Qui? Vous avez fini de compter? Alors vous remettez les papiers. Vous avez fini? Ici à gauche, vous avez fini de compter là-bas? Je vous pose la question, vous les agents, vous avez fini partout? Donc nous pouvons nous asseoir. Honorable député, veuillez vous asseoir. Amenez tous les papiers là. Bon, vous allez compter aussi pour le nom, voilà. Merci, chers collègues. Deuxième question. Qui sont contre le programme du gouvernement? Veuillez vous mettre debout. Debout. Comptez d'abord. Pas de commentaires. Bon, si. Madame. Je voulais, madame, vous comptez les gens qui sont assis ou bien vous regardez ceux qui sont debout? Ici, je ne vois personne, alors vous devez pouvoir faire vite. Vous êtes contre vous-même. Vous avez fini? Donc, vous avez noté? La troisième question, qui s'abstiennent? Vous devez vous mettre debout, ne croyez pas que vous allez vous coucher. Comptez les abstentions.
bien, c'est bien. Vous avez fini? Messieurs, madame, messieurs, vous avez fini? Amenez-nous le résultat. Veuillez vous asseoir, chers collègues. Après avoir additionné, séparé les pour et les contre et les abstentions, vous me faites signe.